Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Promenade de campagne, ici à nouveau dans ce magnifique cadre de Bryant Park. Et aujourd'hui, nous allons accueillir un nouvel invité, c'est Émile Servan-Schreiber. Bonjour, merci beaucoup d'être venu ici. On va prendre place. Évidemment, je voudrais commencer tout de suite par une question peut-être un peu personnelle parce qu'on connaît votre nom. Vous êtes évidemment le fils de Jean-Jacques Servan-Schreiber, vous êtes le petit-fils du fondateur des Échos. Bref, vous êtes d'une longue ligne à la fois de journalistes mais aussi de gens qui s'intéressaient et qui ont fait de la politique. Vous n'en aviez jamais fait, ça vous est venu sur le tard finalement comme vocation? Je m'étais juré de ne jamais faire de politique, puisque j'ai vu l'expérience de mon père qui était pseudo-concluante, on va dire. Mais nous sommes une famille, je suis issu d'une famille qui est depuis longtemps une famille d'entrepreneurs impliqués dans le bien public d'une façon ou d'une autre, que ce soit en journalisme ou en politique. Et à un moment de sa vie, l'entrepreneur que je suis se dit que, voyant la déconfiture, la dégringolade du pays, puisque le pays était en crise en gros toute ma vie d'adulte, il y a un moment, le moment est venu de contribuer. Et vous pensez qu'en étant député des Français d'Amérique, c'est une manière de contribuer à ça? C'est finalement un poste qui va être, vous allez être un parmi 577. Bonne question. Justement, je ne pense pas que le député d'Amérique du Nord sera un parmi 577, ça sera quelque chose d'unique. D'abord, il n'y a pas eu de député qui représente l'Amérique du Nord, en gros, depuis Thomas Paine pendant la Révolution française à l'Assemblée nationale. Mais je pense que dans l'imaginaire des Français, l'Amérique du Nord, ça représente quelque chose d'énorme. Et du coup, le député d'Amérique du Nord aura la crédibilité pour faire passer des messages qu'aucun autre député, que ce soit le député d'un arrondissement de Paris ou du Larzac ou même de la Corrèze, ne saurait faire passer. Donc ça va représenter quelque chose d'unique dans le paysage français, beaucoup plus qu'une simple circonscription et beaucoup plus que le énième député. Il y a une tradition dans cette émission qui consiste à demander aux interviewés de se poser les questions les uns les autres. Le précédent interviewé de cette série, c'était Julien Balkany. On lui a demandé de vous poser une question, je vous laisse l'écouter tout de suite. Monsieur Servan-Schreiber, vous résidez en France. Je comprends que vous avez vécu dans le passé aux États-Unis, mais c'était quand même il y a longtemps. En quoi pensez-vous que vous seriez capable de répondre aux besoins et aux attentes des Français qui résident en Amérique du Nord, dans la mesure où vous ne partagez en rien leur quotidien, où vous ne vivez pas au quotidien leurs préoccupations? Merci. Donc une question, je répète, qui consiste à vous demander, est-ce que finalement vous connaissez bien le quotidien des Français d'Amérique dans la mesure où vous habitez à Paris et vous avez l'intention de continuer à habiter à Paris si vous étiez élu? Oui, alors d'abord, le député élu d'Amérique du Nord devra habiter à Paris parce que sinon il ne sera juste pas capable de faire le travail. À moins de faire un absentéisme record, ce qui est d'ailleurs la règle apparemment à l'Assemblée nationale, puisqu'ils viennent que 2 jours par semaine en moyenne. Donc il n'est pas question de ça, il est question d'être implanté à Paris pour faire le travail. Secondo, j'étais en Amérique avant que Julien Balkany soit né. Donc ma connaissance de l'Amérique et de ce que c'est que d'être américain, puisque je suis français-américain, comme vous le savez, naturalisé depuis 1993, expatrié à 18 ans, j'ai fait toutes mes études ici, je travaille ici depuis 12 ans dans une entreprise que j'ai créée ici avec des associés américains et canadiens, je travaille pour le gouvernement américain, je travaille pour les plus grandes universités américaines et des plus grandes sociétés américaines au quotidien. Donc je connais bien la vie d'Amérique du Nord, l'Amérique est ma patrie, que j'ai choisi. Et si j'habite en France, ça ne m'empêche pas de travailler en Amérique au quotidien et de bien connaître la vie des Français d'Amérique du Nord. Surtout que j'y ai aussi beaucoup de familles. J'ai un frère, une cousine qui habite à New York, j'ai une autre cousine qui habite à Los Angeles. J'ai de la famille partout en Amérique. Je connais bien l'Amérique. Très bien. Pour parler de ce qui seront les enjeux de cette élection, pour l'instant c'est une campagne qui fait finalement que commencer. Pour beaucoup d'électeurs ici, ils découvrent qu'il va y avoir une élection et qu'ils seront capables d'élire un député. Elle s'est déroulée jusqu'à maintenant sur des questions, disons, qui avaient trait à l'éducation, avec la question est-ce qu'il faut donner cette aide, la prise en charge aux parents au lycée français, avec d'autres questions sur la fiscalité. Qu'est-ce qui pour vous va faire l'essence de cette campagne? Sur quoi vous allez vous battre et faire votre différence avec les autres? Alors, d'abord, évidemment que je vais défendre avec la plus grande vigueur les intérêts, la spécificité du peuple français d'Amérique du Nord. Donc pour tout ce qui est taxation, binationalité et éducation, accès à l'éducation française,
qui paraissent être des choses importantes, il faut absolument défendre ça. Et il faut être très créatif là-dessus aussi, puisqu'on ne veut pas rentrer dans une relation d'assistanat avec un gouvernement français qui de toute façon n'a plus d'argent. Donc il va falloir faire très attention. Ça veut dire par exemple que la fameuse prise en charge qui coûte très cher au gouvernement, la prise en charge, c'est le fait pour les parents qui ont leurs enfants dans un lycée français, seconde, première, terminale, de toucher les frais de scolarité de la part du gouvernement français. Ça, vous êtes contre? Vous pensez qu'il faut que ça cesse? Ça, je pense que c'est un cadeau empoisonné du président Sarkozy. Et d'ailleurs, on a très bien vu l'intention qui était derrière, qui était une intention électorale, puisque les vidéos qui ont circulé en fin de campagne de la part du président Sarkozy étaient en gros « je vous ai donné la prise en charge, maintenant votez pour moi, j'ai besoin de vous ». Donc c'était quelque chose de limite, comme si on achetait des votes. Je pense que la prise en charge, ça a pu être très bien pour certaines personnes. Ça a été évidemment totalement, je dirais, inutile pour d'autres qui n'avaient pas besoin de ça. Et c'est surtout une pente savonneuse, parce que si on veut éliminer la taxation, et éliminer la possibilité d'être imposé injustement par la France, on ne peut pas rentrer dans une relation où la France va nous donner plein de choses et s'attendre à ce qu'on ne lui donne rien en retour. Donc il va falloir choisir, en tant que peuple français d'Amérique du Nord, qui a déclaré son indépendance de l'assistanat à la française, est-ce qu'on a envie d'être assisté par la France et du coup devoir payer des impôts éventuellement, ou est-ce qu'on veut garder notre indépendance et être un peu plus créatif sur la façon dont on va résoudre nos problèmes ensemble? C'est quoi? C'est employer des recettes qu'on appelle le libéralisme à l'américaine en France? Non, ça ne veut pas dire prendre le réganisme comme certains candidats veulent le faire et l'implanter en France. Ça, on sait très bien que ça ne marche pas. Ça veut dire expliquer aux Français de façon très pédagogique, dans l'enracinement, dans notre vécu de gens qui vivons et travaillons en Amérique du Nord, au cœur de l'économie du monde, que les opportunités qui viennent de l'ouverture au monde et de la mixité sont formidables et que la France peut très bien y réussir et qu'il suffit pour cela d'être un peu plus ouvert, de ne pas avoir peur du reste du monde, puisqu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du reste du monde quand on est français et qu'on est désiré par le reste du monde. Sur une question très spécifique qui intéresse beaucoup les Français ici et qui fait beaucoup débat en France, c'est celle de la fiscalité, avec des propositions qui consistent à faire en sorte que les Français payent des impôts où qu'ils habitent. C'est le système à l'américaine d'ailleurs. Donc vous, comme Américain, vous payez les impôts américains bien que vous viviez en France, ou en tout cas vous faites des déclarations auprès de l'IRS. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est faisable aussi en France ou même souhaitable? Écoutez, c'est vrai que je dois faire ça, c'est la règle américaine. Cela dit, moi je considère, bien qu'étant naturalisé américain, je suis un invité de l'Amérique. Je suis un fils adoptif de l'Amérique, je ne suis pas un fils natif de l'Amérique. Et donc je suis prêt à faire ce sacrifice-là pour démontrer mon amour du pays d'une certaine façon. Il est hors de question qu'on me fasse payer pour le fait d'être français. C'est hors de question, c'est monstrueux. On ne choisit pas l'endroit où on est né et quand on choisit de s'expatrier justement parce qu'on a été déçu de quelque chose en France, je ne pense pas que ça soit naturel d'être imposé là-dessus et je me battrai contre ça. Et contre tout changement de fiscalité pour les Français à l'étranger? Sauf si la fiscalité doit baisser. Très pour une baisse de la fiscalité des Français de l'étranger. Ce que je veux, c'est que les Français de l'étranger, et en particulier ceux qui sont partis en Amérique du Nord, qui à mon avis sont parmi les meilleurs cerveaux. On entendait pendant le débat à la présidentielle, les candidats se plaindre de l'immigration, mais le problème c'est pas l'immigration, le problème c'est la fuite des cerveaux et des meilleurs cerveaux à l'étranger parce qu'en France ils n'ont plus leur place. Donc moi ce que je veux, c'est trouver une façon, et je propose ça, j'appelle ça l'hémicycle virtuel, une plateforme internet collaborative qui permettra aux cerveaux français d'Amérique du Nord de contribuer leur créativité, leur intelligence dans le débat national français et pas d'aller chercher quelque chose dans leur portefeuille. Alors ça ressemble un peu à un gimmick quand c'est présenté comme ça. Ça veut dire quoi finalement un hémicycle virtuel? C'est quoi? C'est un site internet? C'est un site internet. En quoi ça change les choses fondamentalement? Ça change fondamentalement la relation entre le député et les citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 75% des Français qui pensent que leur député se fout complètement de ce qu'ils pensent. Donc en termes de représentativité, si vous voulez, c'est le degré zéro. Donc moi je veux changer ça, je veux redonner confiance aux citoyens en lui donnant un lien vivant à travers Internet forcément, puisque dans nos vies personnelles, professionnelles, maintenant l'Internet nous donne des flux interactifs à très très haut débit qui n'existent pas en politique. Et donc je veux mettre ces flux interactifs haut débit
entre le député et les citoyens de la circonscription qui elle-même sera très éloignée de l'Assemblée nationale. Donc il faut inventer ces nouveaux outils. Je les utilise tous les jours, j'en ai fait mon métier dans les entreprises dans lesquelles j'organise l'intelligence collective des employés pour aider à la meilleure prise de décision, plus de créativité, y compris pour l'armée américaine, le gouvernement américain et les grosses sociétés multinationales. Donc je sais que ces outils fonctionnent pour organiser l'intelligence collective de centaines, voire de milliers de gens à la fois, pour être plus créatif et prendre des meilleures décisions. Je veux mettre ça en place pour être branché, moi député, je dirais, je mettrai ça en place pour être en permanence au contact du meilleur de l'intelligence des citoyens d'Amérique du Nord. Vous député, bon, on n'a pas le temps pour les 16 mois députés, donc on va arrêter là. Mais merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien de French Morning. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Promenade de campagne avec French Morning. N'oubliez pas, les élections, c'est le 2 juin. Premier tour ici, 2 juin, sur place, et puis la semaine précédente jusqu'au mercredi précédent par Internet, puisque c'est une grande première, on peut voter par Internet pour ces élections. Merci.